Il y a des matins où l'air lui-même semble hostile. Ce mardi-là, le ciel de Paris portait une couleur de cendre froide, ce gris particulier qui ne promet ni pluie ni soleil, juste une journée suspendue entre deux états, comme si la ville elle-même retenait son souffle. J'avais enfilé mon manteau bordeaux, le seul qui fermait encore sur mon ventre, avec la lenteur d'une femme qui sait que chaque geste coûte désormais 2 fois plus d'énergie qu'avant. 9 mois, 40 semaines, 280 jours à porter Éloane, à sentir ses coudes pointus se réveiller à 3 heures du matin, à apprendre que le corps humain peut s'étirer bien au-delà de ce qu'on croyait possible. Théodose m'attendait au bas de l'escalier, les bras croisés, le regard fixé sur l'horloge murale, comme si chaque seconde était une dette personnelle que je lui devais. C'était sa façon à lui d'exprimer l'impatience. Pas les mots, pas les soupirs, juste cette posture de pierre taillée dans le reproche silencieux. Nous allions rendre visite à Gretel, sa mère, qui habitait le 18e arrondissement, dans cet appartement qui sentait la lavande séchée et les livres trop longtemps fermés. Une visite que j'avais acceptée malgré les conseils de ma sage-femme, malgré la fatigue qui s'était installée dans mes chevilles comme du plomb fondu, malgré tout. « Tu es prête ?» dit-il sans me regarder. « Oui », répondis-je, même si ce n'était pas tout à fait vrai. La bouche de métro de la station Voltaire avalait les gens avec son habituelle indifférence. Je descendis les marches en m'accrochant à la rambarde, sentant le regard de Théodose dans mon dos comme une pression physique, comme s'il pouvait, par la seule force de sa concentration, me faire aller plus vite. La rame arriva dans un grondement sourd, cette vibration dans les eaux qui appartient seulement au sous-sol, aux profondeurs, aux endroits où la lumière n'a pas de source naturelle. Les portes s'ouvrirent en crachant leur souffle chaud et vicié. Le wagon était presque plein. L'heure de pointe du matin avait déposé là ses rescapés, des gens au regard creusé par le manque de sommeil, des étudiants avec des écouteurs vissés sur les oreilles, une femme qui relisait inlassablement les mêmes lignes d'un roman de poche, sans sembler y trouver ce qu'elle cherchait. Je repérai une place assise près de la porte centrale. Une de ces banquettes prioritaires, celle réservée aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux corps qui ont besoin d'un peu plus d'espace dans ce monde qui en laisse de moins en moins. Je m'assis avec le soulagement de quelqu'un qui vient de déposer un fardeau trop longtemps porté. Théodose resta debout, accrochée à la barre verticale, balancée par le mouvement de la rame. Je fermai les yeux par intermittence, essayant de trouver cet état mi-conscient qui m'aidait à traverser les déplacements sans trop sentir le poids d'Éloane peser sur mes lombaires. Nous passâmes République, puis Strasbourg-Saint-Denis, le flot des passagers qui monte et descend avec la régularité d'une marée domestiquée. Tout semblait ordinaire. Tout semblait tenir. C'est à la station Château d'Eau que Gretel monta dans le wagon. Je ne la vis pas tout de suite. Ce fut la voix de Théodose qui changea d'abord. Une légère élévation, ce ton particulier qu'il adoptait uniquement avec sa mère, quelque chose entre la déférence et la fierté d'enfant bien élevé. Je rouvris les yeux. Gretel était là, vêtue de son manteau vert sapin, son sac à main en cuir vieilli serré contre sa poitrine, ses yeux noisettes balayant rapidement le wagon à la recherche d'une place. Elle avait 67 ans et une santé que tout le monde, à commencer par elle-même, qualifiait d'excellente. Elle marchait 6 kilomètres par jour. Elle faisait des mots croisés en latin. Elle n'avait pas pris un seul médicament depuis 2019, date à laquelle elle se plaisait à préciser avoir vaincu un rhume tenace par la seule force de sa volonté et du bouillon de poule. Son regard croisa le mien. Je souris. Je levai la main en signe de salutation. Et je restai assise. Ce qui se passa ensuite dura peut-être 4 secondes. 4 secondes pendant lesquelles quelque chose dans l'atmosphère du wagon changea imperceptiblement, comme la pression barométrique avant un orage, ce moment où les feuilles se retournent et où les oiseaux cessent de chanter. Puis Théodose prit la parole. Mais pas pour me parler, pour parler de moi. Pour parler à moi à travers le wagon entier, comme si l'espace public était un tribunal dont il venait spontanément de s'élire juge. « Seriosa m'avait prévenu que tu étais comme ça », dit-il d'abord à mi-voix. Incapable du moindre geste pour les autres. Je crus avoir mal entendu. La rame était bruyante. Il y avait ce fond sonore permanent des rails, ce grincement particulier dans les virages, les conversations superposées de 20 personnes différentes. « Pardon ?» dis-je. Ce fut alors qu'il éleva vraiment la voix. « Ma mère est là, debout, et toi tu restes assise comme si tu étais la seule à compter dans cette famille. Tu n'as aucun respect, Maëline. Aucun.
mon prénom dans sa bouche, sur ce ton, dans ce wagon. Il y a des sons qui vous frappent physiquement. Je sentis quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas tout à fait de la douleur, pas tout à fait de la surprise. Quelque chose entre les deux, quelque chose d'ancien et de nouveau en même temps. Théodose, je suis enceinte de 9 mois. Je suis assise sur une place réservée aux... Elle aussi a des jambes fatiguées. Elle travaille depuis 40 ans. Elle n'a pas besoin de leçons sur qui mérite de s'asseoir. Le wagon se tut, pas d'un coup, mais progressivement, comme une conversation qui meurt par vagues successives, les gens les plus proches qui s'arrêtent en premier, puis ceux au fond, jusqu'à ce que seul le bruit des rails persiste. 22 paires d'yeux, peut-être davantage, s'orientèrent vers nous avec cette discrétion feinte des témoins involontaires qui veulent tout voir sans avoir l'air de regarder. J'en comptais quelques-uns qui baissèrent les yeux avec cette expression caractéristique de la honte vicariante, cette gêne que l'on ressent pour quelqu'un qui semble ne pas en ressentir lui-même. Gretel, au milieu de tout cela, avait une expression difficile à décrypter. Ni tout à fait embarrassée, ni tout à fait satisfaite. Quelque chose d'ambigu, de suspendu, comme quelqu'un qui observe les conséquences d'un acte sans bien savoir s'il en est l'auteur ou la victime. « Théodose, baisse la voix », dis-je aussi calmement que je le pouvais, sentant Éloane bouger en moi, ce mouvement de pieuvre endormie qu'elle avait depuis toujours, comme si elle sentait elle aussi la tension dans l'air. « Non, tu vas te lever et tu vas lui laisser ta place. C'est la moindre des choses. » Il fit un pas vers moi. Et là, il saisit mon bras. Pas violemment au sens cinématographique du terme, pas un geste qui laisse des marques, mais fermement, avec cette intention particulière qui transforme un contact physique en quelque chose d'autre, en quelque chose qui dit « Tu n'as pas le choix, tu vas faire ce que je dis ». Il me tira vers le haut, et pendant une fraction de seconde je fus à mi-chemin entre assise et debout, le ventre en avant, les jambes qui cherchaient l'équilibre sur le plancher qui oscillait avec le mouvement de la rame. Je peinais à respirer. Pas par émotion, pas uniquement, mais parce que dans les dernières semaines de grossesse, le simple fait d'être déséquilibré, de mobiliser les muscles du tronc de façon imprévue, comprime ce qui reste de l'espace autour des poumons. Éloane occupe tout. Il n'y a plus de marge. Chaque geste doit être calculé, anticipé, consenti par un corps qui ne vous appartient plus vraiment, qui est devenu un espace partagé que vous gérez en colocation avec quelqu'un d'encore invisible. Je portais ma main libre à ma bouche. Je respirais. Le wagon était d'un silence de roche. Puis une voix s'éleva depuis le fond du wagon. Pas forte, pas dramatique. Claire, précise, avec cette qualité de certitude absolue que l'on trouve chez les gens qui n'ont plus rien à prouver à personne. Lâchez-la immédiatement. Tous se retournèrent. Elle était assise à l'autre bout de la banquette prioritaire, de l'autre côté de la rame, là où je ne l'avais pas remarqué en montant. Une vieille dame, vraiment vieille, pas 67 ans de bonne santé et de bouillon de poule, mais plutôt 80 ans portés avec la légèreté de quelqu'un qui a décidé depuis longtemps de ne plus se battre contre l'âge, mais simplement de le traverser. Elle portait un manteau couleur lilas délavé, des gants de dentelle noire sur ses mains veinées, et des cheveux d'un blanc si parfait qu'on aurait dit qu'ils avaient décidé de leur propre chef d'être beaux, plutôt que simplement blancs. Je sus plus tard qu'elle s'appelait Célestine Vaudreuil. Mais dans ce moment précis, elle était simplement cette voix, ce regard, cette présence inattendue et absolument nécessaire. Théodose se retourna vers elle avec l'expression de quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui parle ainsi. « Ce ne sont pas vos affaires, dit-il. »« Dans ce wagon, tout ce qui se passe est l'affaire de tout le monde, » répondit Célestine. « Et particulièrement ceci. » Elle se leva, lentement, avec la dignité mesurée de quelqu'un qui a appris que chaque mouvement mérite d'être fait avec intention. Elle était petite, bien plus petite que je ne l'avais imaginée depuis sa voix, et pourtant elle remplissait l'espace d'une façon que je ne saurais pas exactement décrire, comme si sa présence avait une masse différente de son corps, comme si elle occupait le wagon non pas par sa taille, mais par quelque chose de plus difficile à nommer. Elle traversa le couloir central et vint s'arrêter à 1 mètre de Théodose. Elle ne le regarda pas immédiatement. Elle me regarda, moi, avec quelque chose dans les yeux que j'identifiais une fraction de seconde avant qu'elle prenne la parole. De la reconnaissance. Pas celle des retrouvailles. Celle de quelqu'un qui voit quelque chose qu'il connaît. « Asseyez-vous, ma petite, » dit-elle en s'adressant à moi. « S'il vous plaît. »
Puis elle se tourna vers Théodose. J'ai 82 ans, monsieur. Je suis montée dans ce wagon parce que le médecin m'a dit que marcher était bon pour mes articulations, pas parce que j'ai besoin qu'on se lève pour moi. Cette banquette est réservée à votre femme. Pas parce que c'est la loi, bien que ce le soit, mais parce qu'elle porte un enfant, et que cet enfant mérite une mère qui ne tombe pas dans le métro. Ma mère est debout et... Votre mère a 2 jambes solides, dit Célestine. Je le vois à sa façon de se tenir. Et si elle souhaitait s'asseoir, il lui suffirait de le demander à n'importe lequel de ces messieurs debout autour d'elle. Ce n'est pas l'absence de place qui est le problème ici, n'est-ce pas? Il y eut un silence d'une nature particulière, pas le silence du vide, mais celui de la vérité qui vient d'atterrir quelque part et que tout le monde reconnaît sans forcément vouloir la nommer. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, dit Théodose, mais sa voix avait perdu quelque chose, ce bord tranchant, cette certitude d'homme qui s'attendait à n'être contesté par personne. Non, dit Célestine, mais je sais ce que je vois. Et ce que je vois, c'est une femme à 9 mois de grossesse que son mari vient de tirer par le bras dans un wagon de métro bondé, en criant, devant 2 douzaines de témoins. Et je suis assez vieille pour savoir que ce genre de geste ne commence pas dans le métro. La phrase tomba comme une pierre dans de l'eau immobile. Les cercles s'en allèrent vers tous les bords du wagon. Je vis Gretel tressaillir légèrement. Je vis plusieurs des passagers échanger des regards, ces regards qui disent « Voilà quelqu'un qui dit ce qu'on pensait tous mais que personne n'allait dire ». Je vis Théodose ouvrir la bouche et la refermer 2 fois, comme un mécanisme qui cherche ses engrenages et ne les trouve plus. Ce fut à ce moment qu'un homme, debout près de la porte, se racla la gorge et se leva légèrement de son appui contre la vitre. « Madame, dit-il en s'adressant à Gretel, voulez-vous prendre ma place ?» Il était grand, la quarantaine, avec l'allure particulière de quelqu'un qui n'a jamais besoin de chercher comment se tenir, comme si la posture juste lui était naturelle. Gretel le regarda, puis regarda son fils, puis regarda Célestine qui la fixait avec cet œil tranquille de quelqu'un qui attend simplement de voir ce qu'on va choisir d'être. « Merci, » dit finalement Gretel dans un souffle. « Merci beaucoup. » Et elle s'assit. Le wagon reprit son bruit de fond. Les gens recommencèrent à bouger légèrement, à consulter leur téléphone, à reprendre les fils de leurs pensées interrompues. La rame arrivait à Gare du Nord. Plusieurs personnes descendirent, d'autres montèrent, le flot ordinaire de la ville qui se déverse et se recompose, indifférente à ce qui vient de se passer. Célestine se rassit à côté de moi. Elle sortit de son sac un petit carnet à couverture bordeaux, presque la même couleur que mon manteau, et se mit à écrire quelque chose d'une écriture fine et régulière, sans rien dire. Au bout d'un moment, elle arracha la page et me la tendit. Je regardais ce qu'elle avait écrit. Il y avait une adresse dans le 11e arrondissement, un nom de médecin et une phrase. On n'a qu'une chance de choisir qui on laisse entrer, mais on a toujours la chance de choisir qui on laisse rester. Je repliai la note. Je la glissai dans la poche de mon manteau bordeaux. Je sentis Eloham bouger, ce coup de pied reconnaissable entre tous, celui qu'elle donnait toujours contre mes côtes gauches quand quelque chose, je ne savais pas quoi, peut-être la chaleur, peut-être le calme soudain, semblait lui convenir. Théodose était debout, quelques mètres plus loin, tournée vers les portes. Je ne voyais que son dos, ses épaules légèrement affaissées sous le manteau sombre, cette façon qu'il avait de se rendre opaque quand quelque chose l'avait atteint et qu'il refusait de le montrer. C'était l'une des choses que j'avais d'abord prises pour de la profondeur chez lui, cette apparente imperméabilité aux émotions. J'avais mis des années à comprendre que ce n'était pas de la profondeur, mais de la fermeture. Ce n'est pas la même chose. La profondeur est un espace que l'on creuse pour accueillir. La fermeture est un mur que l'on dresse pour ne pas avoir à. À la station Marcadet-Poissonnier, Gretel se leva pour descendre. Elle passa devant moi sans s'arrêter. Puis elle s'arrêta. Elle posa sa main une fraction de seconde sur mon épaule. Pas un geste de tendresse exactement, pas un geste d'excuse non plus. Quelque chose de moins clair, de plus honnête dans son ambiguïté. Quelque chose qui disait peut-être « je sais », ou peut-être « je ne savais pas », ou peut-être les deux à la fois. Elle descendit. Les portes se refermèrent. Théodose ne bougea pas. Célestine me regarda une dernière fois, avec ce sourire particulier des gens âgés qui ont vu suffisamment de choses pour savoir que la plupart des histoires humaines se ressemblent dans leur structure essentielle, même quand elles se déroulent dans des wagons de métro, ou des cours de tribunal, ou des cuisines de famille un soir de fête raté. Elle ne dit plus rien.
elle n'avait pas besoin. À la station Porte de Clignancourt, elle descendit à son tour, son carnet bordeaux serré contre sa poitrine, ses gants de dentelle noire, ses cheveux d'un blanc décidé. Je la regardais s'éloigner sur le quai jusqu'à ce que les portes se referment et que le wagon reparte dans l'obscurité du tunnel. Je restai assise jusqu'au terminus. Théodose vint s'asseoir à côté de moi à la station suivante. Il ne dit rien pendant longtemps. Le paysage du tunnel défilait dans la vitre, ce noir strié de lumières électriques, ce reflet de nous deux dans le verre, nous deux, et Éloane invisible entre nous, présente partout. « Je ne voulais pas te blesser », dit-il finalement. Je regardais son reflet dans la vitre plutôt que son visage. C'était plus facile ainsi. Il y avait quelque chose de moins réel dans le reflet, quelque chose qui permettait d'entendre les mots sans que les émotions associées à son visage viennent brouiller les fréquences. « Je sais, dis-je. C'est ce qui est le plus triste. » Il ne répondit pas à ça. Il prit ma main, prudemment, comme quelqu'un qui ne sait plus très bien si les portes sont ouvertes ou fermées. Je ne la retirai pas. Mais je ne la serrai pas non plus. Je la laissai simplement être là, dans la sienne, neutre et présente, comme une question à laquelle je n'avais pas encore de réponse. Dans ma poche, la note de Célestine Vaudreuil. Dans mon ventre, Éloane qui dormait enfin. Dans ma tête, cette phrase que je n'avais pas encore décidé quoi en faire. On n'a qu'une chance de choisir qui on laisse entrer. Mais on a toujours la chance de choisir qui on laisse rester. Le train sortit du tunnel. La lumière du dehors entra d'un coup, cette lumière de Paris au matin gris, qui n'est ni belle ni laide, mais simplement vraie, simplement là, simplement la lumière que vous avez et avec laquelle vous devez voir les choses telles qu'elles sont. Je regardais mon reflet disparaître dans le verre illuminé, et pour la première fois depuis des mois, je me demandais très clairement, très calmement, ce que je voulais vraiment. Pas ce que j'avais accepté, pas ce que j'avais espéré, pas ce que la fatigue ou la grossesse ou la peur de tout recommencer m'avaient amené à tolérer, mais ce que je voulais, moi, Maëline, avec Éloane qui bougerait bientôt dans le monde plutôt que dans mon ventre, avec cette note dans ma poche et cette vieille dame qui venait de faire quelque chose que les gens autour de moi n'avaient pas fait, pas parce qu'ils ne voyaient pas, mais parce qu'ils avaient choisi de ne pas voir. La réponse ne vint pas ce matin-là. Les réponses vraies ne viennent jamais dans les moments dramatiques. Elles viennent plus tard, dans le calme plat des décisions ordinaires, dans le choix d'appeler ou de ne pas appeler, de rester ou de partir, de tendre la main ou de la retirer. Elles viennent dans les matins qui suivent, quand l'adrénaline est retombée et que ce qui reste est simplement ce que vous savez de vous-même. Mais la question, elle, était là pour de bon. Et parfois, poser la bonne question est déjà une forme de réponse. Si cette histoire vous a touché, un like et un abonnement. C'est le geste le plus simple pour nous soutenir.